Alors, aussi chargé d'histoire que le dôme sous lequel vous étiez pour beaucoup hier soir. Quelques mots sur ce lieu, ça me paraît évidemment important. Ce centre de ressources et de documentation qui a pris le nom de Jacques Brun il y a 2 ans. Nous avons également une très belle manifestation ici. C'est quand vous parlez. Le brouillage. C'est le brouillage. C'est le brouillage de la radio anglaise. Ah. C'est portable. Oui. Oui, quoi. Ouais, c'est portable. Voilà, donc nous avions une très belle commémoration ici pour inaugurer ce lieu du nom de Jacques Brun, en présence de la famille et notamment de Florence qui est présente. Alors, quelques mots sur ce lieu parce que nous sommes ici dans un lieu très important. Ce lieu, le nom de Jacques Brun a été choisi, proposé par l'ancienne amicale Dora Ehrlich. Et évidemment, ce lieu avait toute légitimité à recevoir le nom de Jacques Brun, puisque, comme on l'a écrit sur cette plaque, Jacques Brun a été un des principaux architectes de cette amicale dès son retour en 1945 du camp de Dora et d'Ehrlich. Mais ce lien avec l'amicale, il va encore plus loin, puisque ici, dans ce lieu, alors la disposition n'est pas habituelle. Ici, c'est un lieu de travail. Évidemment, pour cette cérémonie, nous avons un petit peu aménagé des lieux. Mais ici sont conservées la mémoire et les archives de ces anciens déportés de Dora. L'amicale, en 2008, au moment où elle a été dissoute, et au moment où elle est devenue la commission Dora Ehrlich, présentée par Jean-Pierre Cercelin et François Buffet, ici, on entendra tout à l'heure, l'amicale a, par un vote, choisi, avait le choix de déposer ses archives à Paris, à la Bibliothèque nationale de France, ou ici à la Coupole. Et les déportés ont choisi que ces archives soient ici à la Coupole. Parce que quand ils étaient venus, les familles, les anciens déportés, ils avaient fait de la Coupole leur lieu. Ils étaient ici, chez eux. Alors, ce lieu est un lieu de conservation d'archives, mais n'imaginez pas un lieu mourant, sans bruit, sans personne, où on fait uniquement du stockage d'archives. C'est un lieu de vie. C'est d'abord un lieu de vie parce qu'ici, il y a beaucoup de petites mains, souvent très jeunes, qui travaillent ici. Des stagiaires, souvent très motivés, qui participent à la vie de ce lieu. Des volontaires en service civique ici, recrutés par la Coupole depuis plusieurs années, qui participent à ces projets de mémoire et d'histoire. Et des bénévoles aussi, parfois très jeunes, qui s'engagent dans le concours de la résistance et de la déportation et qui viennent travailler ici. J'aime penser pour Lucie particulièrement, qui a 17 ans et qui vient faire du bénévolat ici à la Coupole pendant les vacances. Lucie était là hier soir. J'irai même plus loin, c'est un lieu où on redonne la vie. Parce que ici, normalement, vous avez des tables, des espaces de travail, des lieux. Et c'est ici que tous les 15 jours, les professeurs bénévoles que vous avez pu rencontrer hier soir sur scène viennent travailler ici, à la correction des notices, à l'écriture des notices. C'est ici où l'on constitue les dossiers, avec l'aide de ses stagiaires, avec l'aide de Lucas, qui travaille ici depuis 6 mois. J'espère qu'il va pouvoir continuer à travailler dans ce projet si important. Donc c'est ici où on redonne la vie à ces déportés. Ce n'est pas une phrase de moi, c'est une phrase de Lionel Roux. Quand il parle de l'écriture de ces vies pour le dictionnaire biographique, on redonne ces vies en quelque sorte, on réécrit l'histoire de ces hommes. Alors je suis évidemment très heureux de pouvoir vous recevoir ici et que l'on puisse ajouter à ce lieu chargé d'histoire ce drapeau qui va rester ici. Et voilà, ce que je voulais dire, je voulais vous dire, Jean-Pierre et Françoise, que donc, ce drapeau ne va pas vivre ici en paix. Il sera dérangé tout le temps. Il y aura du bruit, il y aura des gens, parce qu'ici c'est un lieu où on redonne la vie, où il y a de l'activité. Quelques mots donc sur le drapeau de l'amicale. Je commence par une petite scène de théâtre. Un plateau de théâtre désert, une salle des fêtes peut-être. Quelques mots, je tiens à le dire, je vois le sourire déjà de Florence.
quelques mots écrits avec la complicité, l'inspiration de Florence et de Florence Brun, Ménil, et Françoise Buffet. Nous sommes dans une salle, petite salle des fêtes, en attendant une commémoration. Un plateau de théâtre désert, une silhouette un peu voûtée traverse la salle. L'homme est encombré d'une sorte de canne à pêche. Il hésite, s'assoit et attend. C'est Étienne. Du fond de la salle arrive un autre homme. Il rejoint Étienne sur le plateau. C'est Georges. Ils attendent en silence. « Alors comme ça, t'es pas encore mort ?»« Bah non, tu vois, pas encore. »« Mais toi, tu vas toujours à la pêche ?»« Comment ? » ?»« Je dis, tu vas toujours à la pêche ?»« Ah bah non, pas aujourd'hui, sûrement pas. »« Ah bon, c'est quoi ça ?»« C'est quoi ? C'est quoi ? Mais tu sais bien ce que c'est. C'est le drapeau de l'amicale. Le dernier porte-drapeau a cassé sa pipe, faut bien que quelqu'un se dévoue. Bon, tu t'es pas fait beaucoup prier, enfin, si ça te fait plaisir. » Avec d'infinies précautions, l'un déplie son drapeau, l'autre sort de ses poches quelques feuilles froissées. Tu répètes ton discours ? Par égard pour nos morts, je ne voudrais pas bégayer devant le conseil municipal. Moi, de toute façon, on a le temps. On est en avance, comme d'habitude. Comme d'habitude. Si je me suis amusé à reprendre les premières lignes de ma pièce de l'enfer à la lune, c'est juste pour faire un clin d'œil amusé à Jacques Brun et au drapeau de l'amicale. En effet, depuis son retour de déportation et jusqu'à son dernier souffle, Jacques aura été l'âme de l'amicale. Il fut aussi, au tournant des années 2000, le plus fervent soutien de la création de la pièce à une époque où il n'était pas évident d'oser parler de la déportation sur une scène de théâtre en usant de l'humour propre aux déportés. Car l'obsession de Jacques a toujours été de trouver ou de soutenir de nouvelles formes originales de transmission de la mémoire, que ce soit un livre incontournable sur le camp de Dora, c'est bien sûr le livre d'André Sellier, la venue de nouvelles générations au sein de l'amicale, la création de l'association Jeunesse pour Dora, le dépôt des archives à l'amicale, l'idée d'un dictionnaire des déportés à Dora, entre autres initiatives inattendues, mais habituelles chez Jacques, comme celle d'un courrier à un milliardaire américain candidat au premier vol spatial privé dans l'espace, afin qu'il finance le livre, la pièce et le dictionnaire, tout en lui permettant obligeamment de se rafraîchir la mémoire à propos des origines de la conquête spatiale. Ce qui, nous le verrons, n'est peut-être pas sans rapport avec l'origine du drapeau. Du temps des dernières années du XXe siècle, quand les grands témoins qui animaient l'amicale Dora Ehrlich étaient encore dans le feu de l'action, le drapeau de l'amicale, c'était quelque chose. Qui se charge du drapeau pour la prochaine cérémonie ? Au fait, il est où le drapeau ? Il est chez toi ? Va pas l'oublier surtout. Et l'étui, tu l'as ? Tu l'as bien ? Parce qu'il faut le garder enroulé dans l'étui, sinon il s'abîme. Et le porte-drapeau ? Le porte-drapeau, on l'a prévenu ? Tu lui as dit au dernier repas aux Français libres ? Mais tu lui as dit quand ? Au début ou à la fin du repas ? Oui, mon vieux, c'est bien le problème. Si tu lui as dit à la fin du repas, il va sûrement oublier. Oui, je sais bien, on peut être patriote et aimer la bouteille. N'empêche, la dernière fois, le drapeau, il avait tendance à tanguer sérieusement. Oui, je sais. Son rôle de porte-drapeau, il dit, tiens, c'est sacré. Sûr qu'il le portera jusqu'au bout. Et c'est ainsi que le drapeau a continué son chemin, accompagnant les cérémonies, les rassemblements qui fleuraient bon la camaraderie et l'amitié scellée au cœur de l'enfer, les voyages en France et en Allemagne. Puis viendra le temps de saluer les grands départs, les grands voyages, les voyages sans retour des derniers compagnons. Là, ce furent les jeunes générations qui prirent le relais, celles des enfants, puis des petits-enfants. Mais remontons le temps. Ainsi que le rappelle André Sellier, l'amicale des déportés politiques et de la résistance de Dora, Ehrlich, Arzungen et Commando Annexe est constituée le 11 mai 1946. Elle est née de la fusion de l'amicale des déportés de Dora et de l'amicale des déportés politiques de la résistance d'Ehrlich, qui avait vu le jour en octobre 1945. La fusion se fait sous la houlette de Pierre Ségel, qui en sera le premier président.
L'usage courant simplifiera l'appellation en amicale Dora-Ehrlich, et entre déportés, ce sera tout simplement l'amicale. En ces temps d'après-guerre, on ne parle pas encore de mémoire. L'urgence était la survie, à la recherche des disparus, au soutien des survivants et des familles endeuillées, à la création d'un service social. Un service social animé vaillamment par Madame Sanchidrian, dont le mari Georges n'est pas revenu, et Olivier Jacques Courteau dit Jaco. La tâche est énorme. Et en décembre 1949, Jaco est à l'initiative de la création de l'aide aux orphelins avec le soutien de sa femme, Jacotte. De nombreuses familles seront soutenues et près de 200 orphelins pourront bénéficier de bourses d'études, de colonies de vacances et de parrainages suivis au long de leur enfance et de leur adolescence. Et le drapeau, me direz-vous, j'y arrive, ou plutôt, il arrive. En 1962, les enfants approchent de l'âge adulte. L'essentiel est accompli. L'aide aux orphelins se termine et l'association est dissoute. L'amicale va pouvoir affronter d'autres enjeux et, l'actualité aidant, se fixer d'autres buts. Les enfants devenus grands commencent à poser des questions de plus en plus pressantes. Même si ce n'est pas facile, il faudra peut-être essayer de leur répondre. Le procès Eichmann vient d'agir comme un révélateur sur le grand public. La conquête spatiale bat son plein. Et le nom d'un brillant ingénieur américain, ami du président Kennedy, un certain Werner von Braun, commence sérieusement à chatouiller les oreilles des déportés survivants. Ils ont de plus en plus l'impression que l'histoire s'écrit sur leur dos au mépris de leurs souffrances. Il va être temps de rejoindre les copains qui témoignent dans les collèges et les lycées. En avril 1962, le général de Gaulle inaugure le mémorial de la déportation, île de la Cité, à Paris. Le concept de mémoire ne va pas tarder à se mettre en place. Et puis, il y a toutes ces cérémonies, à commencer par celle du dernier dimanche d'avril, devenue journée du souvenir de la déportation, avec clairons, des pots de gerbe et tous ces drapeaux. Ah ben justement, parlons-en des drapeaux. Vous avez vu? Il y en avait au moins une dizaine. Ceux de la guerre de 14, des anciens combattants, tout ça, il n'y a rien à redire, c'est normal. Encore que le souvenir français, moi, ça me défrise un peu. Mais bon, passons. Les sapeurs-pompiers, ma foi, ils sont bien gentils, mais il n'y a pas le feu à la cérémonie. Mais le drapeau des déportés du travail, ah ben merde alors. Veux-tu me dire ce qu'ils foutent là, les gars du STO, à nous narguer avec un drapeau, alors que nous, les vrais déportés, depuis 15 ans, on se balade avec un simple drapeau tricolore, faut que ça change. D'autant qu'en avril 65, ce sera le 20e anniversaire de la libération des camps. Les copains, moi je vous le dis, on a intérêt à être prêts. C'est ainsi qu'au début des années 60, au sein de l'amicale, on décida de l'urgence d'un vrai drapeau en l'honneur des déportés de Dora-Ehrlich et Commando. Mais attention, pas n'importe quel drapeau. Un vrai drapeau, symbole de la déportation. Bon, c'est comment un drapeau, symbole de la déportation? Ah ben, je sais pas. Peut-être un tissu rayé, comme nos tenues. Non, mais ça va pas. Non, le drapeau, il doit rester tricolore. Oui, mais alors, il faudrait trouver quelque chose en plus. Ouais. Et si on cousait un morceau de costume de déporté, ça aurait du sens, non? Très bonne idée. Maintenant, il faut trouver le costume. T'as le tien? Oh ben, le mien, il est resté là-bas et qu'il y reste. Hein. Et toi? Ah ben, moi, je l'ai gardé. Ah ben, je vous préviens, les gars, hein, pas question qu'on y touche. La discussion dure un certain temps. Puis, dans un silence, on entend la voix légère de Jacques Brun qui dit « Moi, j'ai le mien. C'est pas un problème, on peut tailler dedans. » T'es sûr? Mais ça te fait rien. Oh, les reliques, moi, je m'en fiche un peu. La chose militaire aussi, d'ailleurs, mais pour le symbole, un drapeau de l'amicale, moi, je trouve ça bien. Et c'est ainsi que quelques jours plus tard, sous les yeux étonnés du petit Pierre et de Florence, âgée d'une douzaine d'années, Lydie Brun, armée d'une paire de ciseaux, s'empare de cet étrange costume rayé que la petite fille n'a jamais vu et dont elle ne soupçonne pas la signification. On décide de ne pas toucher à la veste. Après examen, et pour des raisons strictement techniques, Lydie choisit dans le pantalon, dans sa partie présentant la surface la plus intéressante, à savoir celle qui correspond
au postérieur. Malheureusement, le tissu est usé et taché. Il faudra donc tailler dans le devant de la cuisse. Jacques, de son air clair et malicieux, observe la scène en silence, un léger sourire imperceptible au coin des lèvres, sans aller jusqu'à dire que tout ça l'amuse un peu, disons simplement qu'il n'a pas l'air mécontent du tout. Accompagné d'un petit triangle rouge fraîchement découpé, le morceau de tissu est ensuite dûment épinglé sur le beau drapeau de qualité, avant d'être finalisé avec franges et inscriptions dans les règles de l'art, et c'est ainsi que naquit le drapeau de l'amicale. Bouclant la boucle, et selon le vœu des déportés, il rejoint aujourd'hui le centre de ressources Jacques Brun de la Coupole. Après avoir veillé sur la vie de l'amicale, il veillera désormais sur la mémoire des déportés. Il veillera sur leurs archives, en compagnie des historiens, des chercheurs et des visiteurs. Il veillera aussi, n'en doutons pas, sur les travaux du dictionnaire, sur le travail des rédacteurs et sur les angoisses et les nuits blanches de leur entiérie. Il veillera aussi, j'en suis sûr, à la réussite totale de ce grand œuvre. Car Jacques, qui sourit tout près, là, dans son cadre, veille avec lui sur l'immense puzzle de toutes ces vies, avec leur poids d'engagement, de souffrance, de peur, de malheur, mais aussi de courage, d'amour, de dérision et de bonheur, grands ou petits, qui sont le sel de chacune de ces vies, et tout simplement de la vie. Merci beaucoup. Avec moi, si vous voulez. Pareil. Jean-Pierre. Madame Dorchy. Madame Dorchy, conseillère régionale déléguée à la mémoire, qui nous fait le bonheur de sa présence ce soir. Faut espérer que ça tombe. Oh, trop tard. Monsieur Dessau, est-ce que vous acceptez de nous dire quelques mots? Vous voulez vous asseoir plutôt? Debout, comme vous voulez. Vous êtes trop grand. Bonjour. J'admire tout ce que je viens d'entendre. C'est beau. Et le drapeau, c'est quelque chose de merveilleux. Mais moi, en tant qu'ancien déporté, un des plus jeunes, qui a passé 14 mois dans le tunnel d'Odora, j'ai connu les pires misères qu'on ne peut pas imaginer. Et je repense toujours, ça me poursuit à tous ces camarades qui ont travaillé pour la fusée qui allait détruire le monde. Nous, la fusée qui est là, elle allait exploser partout. Et qui c'est qui l'avait fabriquée? Nous, les déportés. Alors, j'ouvre une parenthèse qui est importante. Si vous saviez, tous les déportés qui sont morts à Dora, dans le tunnel, qui travaillaient sur les fusées, qui ont saboté toutes ces fusées, ils ont tous été pendus dans le tunnel, pendus par strangulation, avec un bout de bois dans la bouche pour ne pas parler, pour ne pas crier, et le manchage monté
avec 20 personnes au bout. Moi, j'ai vu tout ça. Et je pense à eux. Alors, je me dis, en définitive, je suis aujourd'hui ici à la Coupole. Pour moi, la Coupole, c'est quelque chose d'important. C'est un site que je ne pourrai jamais oublier parce que c'est ce qui s'est passé à Dora. Et là, la Coupole représente tout ce que les déportés ont souffert. Je ne peux pas vous expliquer. Moi,